Partout dans les capitales, les bourses ont perdu la guerre de l'argent. Le krach du 26 octobre déclenche la panique à Wall Street. Une nouvelle pauvreté envahit les villes et les campagnes. La prohibition bat son plein et les mafias se divisent le pouvoir. De Joe Kennedy à Al Capone, les entrepreneurs du crime dessinent les nouvelles lois qui vont régir la cité. Hitler s'allie à Mussolini. Franklin Delano Roosevelt devient le nouveau président des États-Unis alors que Léon Blum lance le Front populaire en France. Le monde se cherche. Les Curie découvrent la radioactivité artificielle pendant qu'Einstein défend sa théorie de la relativité. Drôle d'époque. Laurence d'Arabie, l'agent secret, meurt dans un accident de moto. Le 8 novembre 1938, Orson Welles sème la panique dans les villes américaines. Gershwin écrit Un Américain à Paris et Sternberg fait jouer Dietrich dans son premier film. Garbo rit dans Ninotchka et Charlot fait pleurer dans Les Lumières de la ville. Blonde platine est la couleur des années 30 pour le plus grand bonheur des salons de coiffure. Décidément, le monde se cherche toujours. Howard Hawks et Cary Grant n'ont pas été que deux gentlemen perdus à Hollywood. Sous le vernis de leur vie professionnelle se cachaient deux hommes tourmentés. La comédie leur a permis de dompter leurs démons. Mes parents habitaient en Angleterre, près de Bristol. Mon père travaillait comme repasseur chez un tailleur et ma mère assumait le rôle de femme au foyer. Elle avait donné naissance à un petit garçon qui mourut 1 an plus tard et se sentit coupable lorsque je vins au monde le 18 janvier 1904 sous le nom d'Archibald Alexander Leach. Je pris une place trop importante dans sa vie, comblant un vide que je n'avais pas créé. Un fils ne devrait jamais remplacer son père dans l'œil de sa maman. Elle n'a jamais été heureuse et par conséquent, moi non plus. Je me rappelle qu'elle me promenait dans les endroits chics de la ville pour me montrer qu'une autre existence était possible. Elle m'habillait avec soin et j'ai rapidement compris que l'apparence comptait beaucoup. Je fréquentais mon cinéma de quartier et commençais à rêver à une autre vie. Un jour, je venais d'avoir 10 ans, mon père m'apprit que ma maman allait partir se reposer. Je ne la revis pas pendant près de 20 ans. J'apprendrai plus tard qu'elle avait été internée dans un asile d'aliénés. La culpabilité ressentie pour ce frère que je n'ai jamais connu et de qui j'avais volé la place, et celle envers ma mère que j'imaginais absente à cause de moi, me poussa très tôt à me protéger. Je m'efforçais de cacher mon caractère sombre derrière un masque. Cette dualité est à l'origine de ma quête fondamentale pour retrouver mes racines. Dès 14 ans, je travaillais comme homme à tout faire dans le monde du spectacle. De fil en aiguille, j'appris à jongler, à danser, à faire le clown, à marcher sur des échasses et surtout, à jouer la pantomime. La pantomime, c'est communiquer avec le public avec un minimum de mouvement et d'expression. L'outil idéal pour découvrir le monde pour l'adolescent torturé que j'étais alors. Nous sommes partis en tournée aux États-Unis. C'est là, pendant ces premières années, que j'essayais de donner un sens à ma vie. Contrairement à Cary Grant, ma vie a plutôt ressemblé à un long fleuve tranquille, quoique. Je suis né le 5 juin 1895 dans le Wisconsin. Mon grand-père avait fait fortune dans la fabrication du papier. Mon petit frère Kenneth arriva 3 ans plus tard et nous étions 2 garçons turbulents à qui la famille cédait à tous les caprices. On nous pouponnait, mais je pense que mon élégance vient de l'éducation que m'a donnée ma mère. En raison de son état de santé, nous sommes partis vivre en Californie où je continuais mon apprentissage des sports mécaniques. Au cours d'un rallye automobile, je percutais une voiture, l'envoyant valser dans les décors. À l'arrivée, le conducteur vint me voir pour me féliciter de ma victoire en me soufflant que la prochaine fois, je ferais mieux de faire attention. Il s'appelait Victor Fleming et il allait réaliser Le Magicien d'Oz, Autant en emporte le vent et Jeanne d'Arc. Victor et moi
avions les mêmes passions pour la course, les femmes, les avions, le cinéma. Il me surpassait dans tous ces domaines, m'obligeant à chercher comment faire les choses autrement pour devenir le meilleur. Je commençais à travailler avec Alan Dwan et Cécile B. DeMille. De l'un, j'appris ce qu'il fallait faire. De l'autre, ce qu'il ne fallait pas faire. En fait, je pense qu'un réalisateur doit raconter une histoire et que pour bien la raconter, il faut qu'elle lui parle et que ses personnages soient proches de lui. C'est pour cela que dans mes films, les femmes ont de la personnalité. Comme chez moi, elles sont volontaires et fortes, mais elles restent sexy et savent utiliser leur charme. Bref, ce sont de véritables emmerdeuses, dans le bon sens du terme. Les hommes, en revanche, ont toujours le même profil. Diminués ou déchus, ils se battent pour retrouver leur dignité et leur honneur au sein du groupe. Ils n'existent que par leur relation avec ce groupe. Je pense avoir été l'un des premiers à montrer la fragilité et l'ambivalence des hommes à l'écran. De tous les acteurs que j'ai fait jouer, il y en a deux qui représentent les deux pôles de mon caractère. Par sa force, sa droiture et sa virilité, John Wayne symbolise l'homme sûr de lui, inébranlable. L'autre, par son élégance, sa répartie, son humour et son ambiguïté, symbolise la part féminine de l'homme. Nous avions un ami commun, le milliardaire Howard Hughes. Alors, le nom de cet acteur, il s'appelait Archibald Alexander Leach, plus connu sous le nom de Cary Grant. Je venais de signer chez William Morris, l'agence des stars, lorsque la Paramount me fit passer un bout d'essai. BP Schulberg, le patron de l'époque, me prit sous contrat pour 5 ans. Je devais trouver un nom plus séduisant qu'Archibald Alexander Leach. Comme pour mon compatriote anglais William Henry Pratt, qui devint Boris Karloff, on m'affubla finalement du nom de Cary Grant. Quelle ironie pour moi que d'avoir 2 noms. Un jour, un journaliste me demanda qui était en fait Cary Grant. « Faites-le-moi savoir quand vous l'aurez découvert », lui ai-je répondu. Finalement, je suis devenu le personnage que l'on souhaitait que je devienne, laissant dormir au fond de moi le jeune Archibald. Je tournais plusieurs petits films avant de rencontrer Marlène Dietrich dans Blonde Vénus. C'est là que ma personnalité commença réellement à se construire sous la direction de Joseph von Sternberg. C'est également à la Paramount que je rencontrai Randolph Scott. On a dit beaucoup de choses sur Randolph et moi. On a dit beaucoup de choses sur beaucoup de monde. C'est la règle à Hollywood. Et lorsque nous avons loué l'immense demeure que Joe Schenck avait construite pour sa femme Norma Talmadge, la star du muet, la rumeur se répandit dans toute la ville. Peu importe ce qui a pu se passer entre lui et moi, nous sommes restés amis jusqu'à sa mort. C'est lui qui me présenta à Howard Hughes. Le milliardaire venait de perdre une fortune dans la production d'Hells Angels, un film sur la Première Guerre mondiale avec Jean Harlow dans le rôle principal. C'est juste après qu'il embaucha Howard Hawks. Le destin venait de se mettre en marche. En fait, il devait terminer sa grande fresque historique sur la Première Guerre mondiale avant qu'Howard Hawks n'achève la réalisation de Down Patrol en 1930. Peu après, les deux hommes sympathisèrent en raison de leur penchant commun pour les avions, les femmes, l'argent facile et un mépris pour les grands patrons des majors. Indépendants dans tous les sens du terme, Hawks en raison de son talent et Hughes par sa fortune, ils décidèrent de travailler ensemble sur Scarface. Le réalisateur fréquentait les tables de poker et ses partenaires de jeu ont servi de modèle à certains personnages. Mais en raison du contenu, une relation incestueuse, une glorification du vilain et certaines scènes tournées avec des balles réelles, tous les moyens furent bons pour interdire son exploitation qui resta bloquée plus de 2 ans par les censeurs.
Mais Howard Hughes était un homme puissant. À sa sortie, les critiques et le public en firent un des plus grands succès de l'histoire du cinéma. Inspiré de la vie d'Al Capone, Paul Muni interprète un truand aussi crédible que James Cagney dans L'ennemi public ou Edward G. Robinson dans Little Caesar. Cependant, tout ne fut pas simple dans la vie d'Howard Hawks. En 1928, il avait épousé la sœur de Norma Shearer, Athol, qui souffrait d'une maladie mentale. Ils eurent un fils. En 1941, il s'est marié avec Nancy Gross, qui lui inspira le personnage de Lorraine Bacall dans Le port de l'angoisse. Puis, en dernières noces, ce sera Dee Hartford qui lui donnera son deuxième fils. Il divorcera à chacun de ses mariages. Son frère Kenneth, qui travaillait lui aussi dans le cinéma, mourut lors d'un tournage aérien, laissant un vide dans la vie d'Howard Hawks qu'aucune de ses amitiés masculines ne comblerait jamais. C'est sans doute en raison de la complexité de sa vie familiale et personnelle qu'il réussit si bien à comprendre et à transmettre à l'écran la personnalité subtile de Cary Grant. C'est juste avant le tournage de L'impossible Monsieur Bébé que mon père reprit contact avec moi. Il m'avoua que ma mère était toujours vivante. Je décidai de la retrouver. Elle avait quitté son fils, Archibald Leach, pour retrouver l'acteur Cary Grant qu'elle ne connaissait pas. Ces retrouvailles furent difficiles pour nous deux, mais je comprenais enfin que j'avais toujours cherché son approbation. Étrange quand j'y songe. Le scénario de mes 5 mariages a toujours été le même. Tout était bon pour provoquer un divorce. J'en peindrais 4. Après avoir cru que ma mère m'avait abandonné dans mon enfance, j'ai toujours eu peur de revivre cette situation avec une femme et n'ai jamais cherché à construire une relation durable. Archibald Alexander Leach, Cary Grant, un autre Dr Jekyll et Mr Hyde. Le séducteur charmant de mes débuts se métamorphosa entre les mains de Léo McCarey dans cette sacrée vérité. Je trouvai enfin mon registre de personnages comiques dans la lignée d'Harold Lloyd, interprétant un homme simple perdu dans un pays étranger. Cary semblait avoir trouvé sa voie dans la comédie de mœurs. Pour moi, il est réellement devenu un grand acteur pendant le tournage de L'impossible Monsieur Bébé. Capable de montrer l'aspect dramatique de son personnage, il a réussi cependant à le rendre comique. C'est lui qui a eu l'idée d'arracher la robe de Catherine dans le restaurant, une des meilleures scènes du film. Dans la plupart de mes réalisations, je mets en avant l'ambivalence sexuelle de mon héros masculin. Cary a été un outil idéal pour le montrer à l'écran. Il pouvait porter des vêtements de femme sans tomber dans le ridicule. Look, of course I don't want to wear this thing. All I want to do is get married. Susan, I forbid it. I absolutely put my foot down. Oh, but Artie, you don't understand, but please let me explain. Now, all I have to marry a man like that. Quiet! Oh, but David, please, oh! You lied to me. Yes, but just a little Telling bit. me a I mean, no. ridiculous story But about it a is a leopard. ridiculous story. I have Where a is the leopard? in there. Cary n'est jamais tout à fait ce qu'il semble être. Once more of your unbridled imagination. En tout cas, Howard savait deviner les possibilités d'un acteur. Et c'est sans doute cela qui me permit de trouver une certaine confiance en moi et de laisser libre cours à mon improvisation. J'aimais sa manière de tourner des plans séquences nécessitant peu de coupe au montage. Il savait aller à l'essentiel. The guy, I have been hunting leopards. Oh, you've been hunting leopards, Yes, I have been hunting leopards. Any luck? Well, not what I'm accustomed to, no. You see, I was slightly confused regarding leopards. They told me that the... Take your hands up! Pourtant, à sa sortie, le film fit un bide. La malédiction qui entourait Catherine Hepburn, me disait-on. Malgré tout, je me remettais en cause. Et lorsque l'année suivante, Howard me contacta pour jouer dans Seuls les anges ont des ailes, je me suis fait la réflexion que cette fois-ci, la complexité de mon personnage me correspondait pleinement. Howard a été l'un des rares réalisateurs avec Alfred Hitchcock qui ait su tirer parti de cette dualité qui m'habite.
ma vie personnelle semblait chaotique, ma vie professionnelle en revanche se portait bien. J'enchaînais les tournages et, chose rare, les critiques et le public m'encensaient. J'étais devenu la nouvelle icône masculine, attirant pour les femmes et modèle pour les hommes. Comme pour Cary, ma vie sentimentale ne me satisfaisait pas et, comme lui, mon talent était reconnu par tous. Un jour, Slim, ma nouvelle épouse, venait de découvrir la photo d'une jeune femme en couverture du magazine Harper's Bazaar. Elle la fit venir à Los Angeles. En fait, les deux femmes se ressemblaient à tous les points de vue. Et la jeune Betty Persk prit le pseudonyme de Lauren Bacall. Elle avait 18 ans et devait jouer le rôle d'une vampe aux côtés de celui qui allait devenir l'homme de sa vie, Humphrey Bogart. Le port de l'angoisse se profilait déjà à l'horizon. La scène où Lauren explique à Boggy qu'il n'a qu'à siffler pour l'appeler nous a été inspirée par Rudolph Valentino. Je me suis fait souffler mon actrice par Bogart et en plus, je n'ai jamais pu jouer mon rôle de Pygmalion. De quoi devenir un peu jaloux, non ? Le film fut un succès et il dégagea plus de 4 millions de bénéfices, du jamais vu à l'époque. L'année suivante, nous retravaillions tous les trois sur un scénario de Raymond Chandler, Le Grand Sommeil. En fait, nous avons dû attendre 1 an pour retourner des scènes supplémentaires, car entre-temps, Lauren, devenue une star, avait épousé Boggy le 21 mai 1945. À vous de deviner quelles scènes ont été ajoutées dans le film après leur mariage. I like that. I'd like more. That's even better. Ceci dit, je supportais de moins en moins de travailler pour les grandes majors, et surtout sous la coupe des grands moguls. Je décidai de m'associer à Daryl Zanuck, seul dirigeant à refuser de signer l'accord du Waldorf qui obligeait les studios à ne pas embaucher de communistes ni aucun des 10 d'Hollywood. Be with you at this time, but studio affairs and studio duty will keep me in Hollywood. Si je n'ai jamais été démocrate, je suis pour une totale liberté d'expression et ces pages noires de l'histoire des États-Unis ne m'ont jamais plu. Bref, Daryl et moi avons décidé de tourner en Europe, aller coucher ailleurs. Cary Grant nous rejoint. Il interprète un officier français qui épouse une Américaine en Allemagne juste après la Seconde Guerre mondiale. Il doit se déguiser en femme pour sortir du pays. Pour ce rôle, je me suis énormément inspiré de Charlie Chaplin. Je me sentais proche de mon compatriote et sa manière de traverser l'adversité et l'injustice du monde me correspondait également. Il n'y avait qu'avec Howard Hawks que je pouvais me libérer complètement. Les conditions de l'immédiate après-guerre rendaient le tournage difficile. Je tombais gravement malade et la production s'arrêta pendant plusieurs mois. C'est au cours de cette période qu'Howard apprit la mort de son vieil ami Victor Fleming, qui venait d'achever son Jeanne d'Arc. Il avait donné un rôle magnifique à Ingrid Bergman, partageant sa vie professionnelle autant que privée. C'est dans ces conditions que nous nous sommes retrouvés pour terminer le film, ayant dû rapatrier tout le monde en Californie. En fait, le succès fut phénoménal, et Howard réussit à convaincre Betsy, ma nouvelle conquête, de m'épouser. Howard Hughes fut mon témoin, mais nous n'avons pas pu partir en lune de miel, étant donné la quantité de travail qui nous attendait. J'enchaînais avec Indiscrétion, où je retrouvais Katharine Hepburn sous la production de Joseph Mankiewicz, pas encore réalisateur. Je tournerai quelques années plus tard sous sa direction dans On murmure dans la ville. Puis, je joue pour Frank Capra dans Arsenic et vieille dentelle, où je campe un neveu un peu naïf devant ses tantes tueuses en série.
window seat. Yes, dear. We know. C'est juste après que je retrouvais le maître du suspense. Have you planned your vacation yet? You've a choice between sand and sunburn or mountain Hormis Howard, climbing. personne ne comprit aussi bien les démons qui m'habitaient qu'Alfred Hitchcock. De soupçons aux enchaînés, en passant par la main au collet et la mort aux trousses, j'interprétais pour lui ce héros qui donne l'impression d'être un homme sans soucis alors qu'il est submergé de problèmes. Hello there. Tell me, why are you so good to me? Shall I climb up and tell you why? Il n'y a pas que les miroirs qui feraient bien de penser avant de réfléchir une image, disait Jean Cocteau. Et je suis bien d'accord avec lui. De mon côté, je retrouvais Cary Grant dans Chérie, je me sens rajeunir. Il interprétait un scientifique un peu coincé qui boit par erreur une potion qui le replonge dans l'enfance. Yes, it's monkey business, all right. And believe me, Cary never had so much fun in his life. Want to know why? Well, just look at what goes into this monkey business. There's a generous helping of ginger. Ginger Rogers, that is. A dash of Charles Coburn for a chaser. Plenty of Marilyn Monroe for spice. It all began when Rudolph, the chimp, discovered the formula for eternal youth that makes people grow younger and younger and younger. Well, all set. Is your motor running? Is yours? Takes a while to warm up. Does me too. Hi, Dr. Fulton. Hi. What'd you say to her? Mrs. Fulton, he said hi. I heard what he said, you peroxide kissing bug. Edwina, she didn't do anything. I'll pull that blonde hair out by its black roots. Edwina, please. Edwina, Come stop on, it. come on, Miss come Laura, on. you keep out of the way. Il joue aux côtés de Marilyn Monroe, que je ferai tourner l'année suivante dans Les hommes préfèrent les blondes. Just two little girls from Little Rock. We lived on the wrong side of the tracks. Plus tard, je tournerai avec Duke Wayne l'autre facette de ma personnalité. Rio Bravo, Atari, Eldorado et Rio Lobo. Il parlait peu et savait aller à l'essentiel, tout comme moi. J'ai tourné 4 longs métrages avec lui et 5 avec Cary Grant. This is all I can do for you? Mon dernier film, La chose d'un autre monde, que j'ai produit, a en fait été tourné par mon monteur favori, Christian Nyby. C'est la seule fois où j'approcherai le fantastique de près. On a dit que j'avais laissé mon empreinte dans tous les genres cinématographiques, c'est sans doute vrai. Mais la nouvelle politique des studios ne me correspondait plus et je décidai d'arrêter. Alors que Cary, lui, sut s'adapter à ces changements. En 1963, Cary Grant retrouve un rôle sur mesure dans Charade, aux côtés d'Audrey Hepburn. Ce sera sa dernière comédie. Comme Greta Garbo avant lui, il décide de se retirer du cinéma pour trouver une sérénité qui s'est toujours refusée à lui. Il suivra même une thérapie à base d'hallucinogènes et de LSD, sans résultat. En 1972, Joseph Mankiewicz reviendra le voir pour lui proposer de jouer dans Le Limier. Laurence Olivier. I did not murder him! Le rôle sera finalement interprété par Laurence Olivier. Cary Grant refusera, comme il avait refusé le rôle de George Bailey dans La vie est belle. Il s'éteindra le 29 novembre 1986, 12 ans après Howard Hawks, son réalisateur préféré.
Du western au film noir, en passant par le film de gangster et la comédie, peu d'hommes ont été autant plébiscités que lui pour la diversité de ses œuvres. La principale qualité d'un réalisateur, c'est de savoir raconter des histoires. Howard Hawks fut l'un des meilleurs conteurs d'Hollywood et il sut magnifiquement tirer parti de la personnalité complexe de Cary Grant. Leurs films communs sont pleins d'une élégance et d'une classe qui leur ressemblent.